Alors bonjour à tous, bienvenue au Morning Meeting 11h, Vincent Gann pour vous retrouver. Comme promis, on va faire le point sur le marché des changes parce qu'il y a des mouvements intéressants, directionnels, sur une paire de devises qu'on n'attendait plus, mais qui s'est réveillée petit à petit et qui finalement continue d'avancer, qui donne des signaux techniques d'achat, qui a encore du potentiel. Il ne faut pas non plus l'exagérer parce qu'on vient de 1,40, donc bien sûr que je parle du câble, 565 pips de reprise depuis le début du mois d'avril sans crier gare, de manière discrète, et ça s'accélère par contre depuis le début de la semaine. Je vous ai montré hier le croisement à la hausse pour la première fois depuis le début de l'année, des positions short au-dessus des positions longues, et donc forcément je ne suis pas surpris que la hausse s'accélère. On va donc parler largement du GBP-USD, du dollar US de manière générale qui recule depuis hier avec d'une part la semaine dernière des statistiques macroéconomiques aux États-Unis décevantes et surtout cette semaine la première estimation de la croissance économique aux États-Unis au premier trimestre attendue en net ralentissement, un taux de croissance qui reste positif mais qui ralentit, c'est ce qu'on appelle une récession et c'est ce que craint la Réserve fédérale. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle n'a pas relevé ses taux la seconde fois, pour la seconde fois cette année. Et d'ailleurs, le marché ne l'envisage pas pour demain, le 27 avril. La probabilité, elle est quasi nulle que la Fed agisse. Alors, avant de parler du câble et de toute l'analyse technique qui me conforte dans cette opinion haussière que j'ai depuis déjà une dizaine de séances, et je pense qu'on peut être encore ambitieux. Alors ambitieux peut-être une centaine de pips avant la Fed demain. Mais tout d'abord ce graphique de l'US dollar index. Alors, il est sur un gros support depuis 2 semaines, sauf que la reprise ne ressemble en rien à ce qu'elle avait été, par exemple en février 2015, encore en mai, ou encore en juin, et puis en août, et puis allez, rebelote en octobre dernier. À chaque fois, le dollar US s'envolait, ce qui correspondait à un rejet de l'euro-dollar sous un 14,50 qui avait la fâcheuse tendance de retomber soit à 1,05, soit à 0,8. Mais comme moi, vous l'avez vu, l'euro-dollar n'est pas retombé à 1,05, il n'est pas retombé à 1,08. Il me semble qu'on n'a même pas vu un 10. On n'a même pas dû voir un 11,50 d'ailleurs. Et donc ça repart. Alors c'est essentiellement du fait du dollar US, mais il faut quand même avoir conscience d'une chose, c'est que depuis 2 mois, la BCE, elle a fait le QE2, le TLTRO4, les taux de dépôt de plus en plus négatifs, le refinancement à zéro, un programme d'achat de dettes d'entreprise, et l'euro ne chute pas. Donc, je ne dis pas qu'il s'envole, hein, mais il ne chute plus. Donc, probablement que toutes ces mesures sont dans les cours. C'est pourquoi, cette semaine, c'est le dollar US qui fera le marché et qui le fait déjà un peu avant la Réserve fédérale et les toutes premières statistiques. Hier, clairement, il n'y avait rien sur le calendrier économique. Non, sérieusement, le lourd commence cet après-midi avec les commandes de biens durables. Là, ça devient sérieux. On met les pieds dans le plat, mais bien sûr que, en réalité, c'est le PIB des États-Unis qui sera vraiment important. Voilà pour l'introduction, pas la peine d'en dire plus. D'un point de vue chartiste, sommes-nous dans un scénario qui fait peser un risque baissier sur le dollar US? La réponse est oui. Sommes-nous dans un scénario baissier actif? La réponse est non, avec 3 majuscules. Alors, ne faites pas dire justement ce que je n'ai pas dit. J'ai écarté un scénario d'envolée haussière du dollar US, mais je n'ai pas activé le scénario de la chute. Simplement, j'ai toujours voulu modérer les ardeurs haussières en mettant en avant cette figure chartiste. Après, le support majeur peut tenir et on peut s'envoler cette semaine, hein. Je n'écarte rien. Pour l'instant, on reste dans la pattern. Et il est possible qu'avant la Fed, on aille chercher la partie basse, voire qu'on retourne tester le support majeur à 94 points sur l'US dollar index, qui est représenté ici par le mnémonique DXY. Donc ça pèse à peu près, c'est un peu plus de la moitié d'eurodoll. Donc le GBP USD. Le GBP USD, tous les voyants techniques sont au vert depuis, je dirais, 4-5 séances. Le momentum, représenté ici par l'indicateur technique RSI, qui est enfin sorti par le haut d'un range qui le voyait osciller autour de 50. Donc le fait de s'écarter des 50 petit à petit donne une plus forte représentation relative aux variations haussières. Deuxième signal positif, cassure haussière à la faveur d'un trou de cotation haussier des 1,44 $. Ça, c'était le signal que je guettais, qui a été donné, qui est haussier. Et je vous ai proposé 2 cibles, 1,45, 14, c'est fait, 1,46 et 1,46, 60. Autant vous dire que le marché va vous donner du 1,46 avant la Fed. Par contre, est-ce que le marché va vous donner du 1,46, 60 avant la Fed? Ça, c'est moins certain. Mais 1,46, c'est presque fait.
Une chose hier m'a marqué et m'a donné confiance dans ce scénario sur le GBP USD. Je zoome sur ces données de prix, c'est tout chaud, ça vient de ce matin. Vous avez donc depuis janvier la courbe des positions retail, donc les traders particuliers vendeurs et les acheteurs. Et pour la première fois depuis le mois de janvier, et ça s'est passé hier durant la session asiatique, croissement à la hausse des positions short au-dessus des positions longues, alors que le marché casse des résistances. Et ça, selon l'approche contrarienne des marchés financiers, ce qui compose ma méthode d'analyse, c'est un facteur haussier. Donc, on va pas s'emballer, ayez conscience d'une chose, c'est que vous avez sous les pieds 572 pips de hausse en 3 semaines. La tendance haussière, elle est mature, mais elle a encore du potentiel. Et j'aurais tendance à viser 1,46, voire 1,4650 avant la Fed. Et après, il faut regarder. Parce que, naturellement, si la Fed vous produit un communiqué de presse hyper agressif, ce que franchement, j'attends pas. Déjà, les récentes statistiques, en tout cas celles de la semaine dernière, elles ne permettent pas vraiment de défendre ce scénario. Après, on verra, hein, tout est ouvert. Et il y a cet après-midi les commandes de biens durables. Bon, forcément, si les commandes de biens durables s'envolent, ça va soutenir le dollar US. De toute façon, toute statistique qui sera publiée demain avant la Fed va faire surréagir le marché. Et ça commence donc cet après-midi. D'ailleurs, en plus, le consensus, il est positif pour les commandes de biens durables cet après-midi. Le chiffre précédent en février, c'était un repli. Cet après-midi, à 14h30, le marché attend, selon le consensus Bloomberg, un rebond avec un taux de croissance de 1,8. Alors autant vous dire que si le taux de croissance est négatif, ça ne va pas aider le dollar. Bon, forcément, s'il est positif, ça peut lui redonner un peu d'air avant demain la Fed. Ça, on verra. De toute façon, on sera ensemble cet après-midi à 14h15. Voilà pour le GBP. L'euro-dollar qui reprend les 1,1260. Alors, il y avait une cassure marginale des 1,1260 qui était contredit par le momentum. Alors généralement, c'est bien d'être dans les tendances lorsque prix et momentum convergent. Vous aviez hier une situation de divergence qui est ici visible en H4 entre les bougies japonaises H4 de l'euro-dollar et son RSI. Alors, on reprend les 1,1260, le statut de support. Attention tout de même à avoir conscience d'une chose, la zone des 1,13, 1,1320, c'est de l'hyper lourd graphique. Pourquoi? Parce que ça correspond, c'est le niveau technique du CSPP. J'aime bien faire correspondre les niveaux de prix à des éléments fondamentaux. Eh bien les 1,1320 appartiennent au programme d'achat de titres d'entreprise de la BCE. Donc le marché va aller le tester. Là on est à 1,1298. Je pense que ça peut pousser encore. 1,13, 1,1320. Et après, ce que j'attends, c'est une position d'attente. Position d'attente. Par contre, dépasser ce niveau, eh bien, c'est remonter chercher cette oblique. On peut même avoir une vue en wedge, et l'oblique ici, elle est sur du 1,1350, 1,1360. Après, on verra. Le point de... Alors, si je prends le chandelier H4 du CSPP, donc c'est le programme d'achat de titres corporate, hein, donc d'entreprise, le point de clôture de ce chandelier H4, c'est quoi? Attendez, hop, c'est un 13. En gros, c'est un 13. Donc c'est le niveau. On verra bien. Après, j'ai une autre façon d'étudier techniquement ces bougies H4. J'ai une jambe de reprise lundi, une petite conso à plat. Je projette au bas. Eh ben, ça me donne un 13,20. Voilà, un 13,20. Donc, est-ce que l'euro-dollar peut aller chercher un 13,20 dollars avant la Fed? Techniquement parlant, la réponse est oui. Sur le plan des fondamentaux, il va falloir que je sois aidé par des commandes de biens durables qui soient décevantes. Et là, forcément, on ira aller chercher les 1,1320. Si les commandes de biens durables sont hyper solides, on va retomber à 1,1260. Hein. Non, peut-être pas un 1,1260, mais on fera un pullback sur 1,1280. D'ailleurs, c'est le tout nouveau support si je me mets en H1. Voilà, c'est 1,1277. Donc voilà, on va rester boule au-dessus d'un 12,77. Et si on repasse en dessous, eh ben, on sera plus haussier. Tout simplement. Alors, voilà pour le câble, voilà pour l'euro-dollar. Ou le NZD-USD. Oh là, je passerai à autre chose. Non, je plaisante, je plaisante. Je vais revenir dessus. Alors, non, allez, le NZD-USD. Donc je plaisante, pourquoi
Ça c'est mon désastre technique de la semaine dernière. 3 séances consécutives de hausse, cassure haussière des 0,69, c'est bien parti. 3 séances consécutives de baisse, retour à la case départ. Moi, quand j'envisageais un retracement, j'envisageais pas 100%. Forcément, quand j'envisage 60% et que le marché retrace 100%, c'est l'échec technique le plus complet. Mais est-ce la fin pour autant? Alors, techniquement parlant, non. Le RSI D1 évolue toujours entre 50 et 70. Donc ça reste un schéma de momentum haussier. Parce que cela fait maintenant depuis 3 mois que sur 14 jours glissants, les variations positives représentent plus de 50% des cas de figure. Ça se reprend. Mais c'est pas positif. Il y a cette résistance, cette satanée résistance à 0,69 que le marché tente de dépasser, réintègre, on y revient. Là, on vaut 0,69, c'est une résistance. Alors, hors de question d'acheter une résistance, on est bien d'accord. Hors de question. D'ailleurs, honnêtement, après la semaine dernière, moi je ne touche. Il y a 2 taux de change auxquels je ne touche pas cette semaine. Le NZD-USD et forcément l'USD-Yen. Parce que l'USD-Yen, cette semaine, c'est du casino. En tout cas, tenir une position day trading, même swing, au moment où vous serez probablement en train de dormir ou en train de vous réveiller, la Banque centrale du Japon livrera ses nouveaux programmes monétaires, il va y avoir de la vol. Et une vol qui va mettre à mal de nombreuses positions ouvertes. Sauf des grosses positions de moyen long terme, mais qui sont souvent sans effet de levier et avec une gestion du risque à plusieurs centaines de pips. Donc le NZD-USD, bon bah s'il arrive à refranchir 0,69, ça sera du fait d'une chute du dollar US et ça remontera. Attention quand même, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande produit demain un communiqué de presse. Je ne sais pas s'il y a une conférence de presse, il faut que je regarde. Je vous dirai ça d'ici demain. Mais voilà, bon, en tout cas là ça remonte, c'est surtout le dollar US qui est sous pression. Alors l'AUD-USD qui en cours de clôture journalier n'a pas cassé son premier support à 0,7681, qui rebondit de 60 pips, qui tente de donner un signal d'achat en refranchissant 0,7730. Là aussi ce sera du fait du dollar US si on remonte chercher 0,78. Et en effet donc les fameux 0,80, le fameux prix où RBA agira pour pas tuer donc l'élasticité du commerce extérieur australien à la reprise économique en Chine. Ce serait dommage de la neutraliser avec un taux de change qui s'apprécierait trop. Mais en H4, on a recassé le niveau, donc pourquoi pas remonter sur du 77, 70, 77, 80, mais j'ai pas plus de visibilité. Non, de toute façon, moi, l'OSSI et le Kiwi Dollar cette semaine, je les regarde. L'USD Yen, je le regarde de très très loin, donc il faut presque des jumelles pour l'apercevoir. Donc je vais vraiment me concentrer sur le GBP USD et l'euro dollar, où je pense que là il y a des choses à faire sur les devises européennes, et surtout le GBP USD. Après l'idée c'est d'aller taper 1,46 à 1,4650, mais pas forcément plus avant la réserve fédérale. Et donc l'USD CAD dans tout ça. Alors, l'USD CAD est toujours sous pression, il l'a toujours été et n'a jamais donné de signal d'achat. D'ailleurs, techniquement parlant, il n'y a jamais rien eu d'haussier sur l'USD CAD depuis la mi-janvier et il n'y a toujours rien d'haussier. D'abord, le momentum qui fait un range entre 30 et 50, qui fait même un range entre 30 et 45, qui montre à quel point les variations négatives ont le dessus. Et les indicateurs de tendance, notamment les tout premiers qui couvrent les cours, notamment la moyenne mobile simple à 20 jours, et enfin d'un point de vue chartiste, la base donc de mon approche, la résistance à 1,2750 qui reste en action sur les cours. Après, moi j'ai eu un objectif de cours qui n'a pas été atteint à 1,2562. À 1,2562 je vais me détendre, mais en fait pas vraiment. Parce que sur le pétrole, j'ai quand même un scénario de remontée d'ici l'été en direction des 48 dollars. Et donc forcément si le pétrole remonte en direction des 48 dollars, et qu'en plus le dollar US est mis sous pression par cette récession US qui invite la Fed à clairement ne pas relever ses taux cette année, l'USD CAD aura tous les bons fondamentaux pour continuer d'être en tendance baissière. En tout cas, il n'y a toujours aucun argument technique pour acheter l'USD CAD. Alors, on parle de support mensuel, des choses comme ça. Moi, j'ai envie de dire, en tendance baissière, les supports sont faits pour être cassés. Et simplement l'approche prix momentum, le prix baisse, le momentum baisse. Moi, pour acheter sur la base d'un graphique mensuel, il me faut une grosse figure de creux. Donc à l'époque, la tendance baissière, l'USD CAD avait mis juillet 2010, décembre 2013, 2 ans pour l'inverser.
peut-être que l'USDCAD aura besoin de 2 années de bougies mensuelles avant de redevenir haussier. Donc vous voyez, entre un support mensuel et une figure de creux, il peut se passer des mois et des mois. Donc ça peut aller plus vite, hein, on peut se mettre à casser des résistances. Et pour l'instant, le taux de change USD-CAD, sous sa première résistance à 1,2750, ça reste parfaitement baissier. Alors maintenant, on va passer sur les indices boursiers et à nouveau un mot sur les matières premières. Ensuite, je répondrai à vos questions et ensuite, ça sera fini donc, pour ce morning meeting. Alors ce matin, dans le rendez-vous des scalpers, des traders, je vous ai proposé un scénario de pullback en H4 sur MM20. Elle a effectivement été vendue. L'idée c'était quoi? On l'a cassée hier. Elles sont très utiles en intraday, en day trading, ces deux moyennes mobiles simples. On break MM20, on remonte. Le scénario de pullback consiste à dire qu'une fois qu'on a cassé la moyenne mobile, prend un rôle de résistance, qu'elle était donc vendable. Et effectivement, elle était vendue par le marché avec un rejet d'environ 70 points. Alors désormais, on se retrouve en range entre ces deux indicateurs de tendance sur le H4, MM20 simple H4, MM20, MM50 H4. Et d'un point de vue chartiste, on est parfaitement cadré par l'amplitude qu'a balayé hier ce chandelier entre 10 226 et 10 400. Vous êtes en range le plus complet sur le DAX, d'ailleurs le RSI le montre. Attention tout de même, le scénario d'un pullback c'était ce matin, elle était vendable, maintenant il faut avoir pris ses bénéfices, car à terme c'est haussier, hein, je vous remontre ce graphique weekly, il y a du potentiel. Moi d'ici le début de l'été je vise une remontée vers 10 700, 10 750, pourquoi pas 10 800. Attention, je dis depuis le début de l'été, on est le 27 avril, donc ça peut prendre 2 mois. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que la tendance elle est haussière, et que à terme, l'intraday du DAX, ici cette MM20H4, le marché finira par la casser à la hausse. Mais va-t-il d'abord repasser par 10 226 qui serait à ce moment-là soutenu par MM50? J'en sais rien. Donc là, on est complètement en range. Et là, je n'ai pas de scénario à vous proposer. J'en avais un ce matin qui était la vente de la MM20. Là, j'en ai pas. Le Bund est sous pression. Les taux remontent, mais ne vous y trompez pas, c'est parce qu'il y a un arbitrage qui est favorable au marché action. Donc, il y a une belle tendance haussière, c'est juste un déplacement des capitaux favorable au risque et donc aux indices boursiers. Donc, je n'ai pas de stratégie sur le Bund, mais le fait que le marché retombe et qui devrait a priori retomber vers 160, 161, c'est un facteur de soutien pour les indices boursiers qui sont en range pour la plupart parce que je pense qu'on attend les moyennes mobiles D1 qui sont un peu éloignées du niveau actuel des cours. Donc voilà. De la même façon, le CAC 40, j'imagine que si je mets la MM20H4, elle a dû ce matin agir en résistance. Je vais juste la chercher. Hop. Et bah voilà. Alors c'est moins propre que sur le DAX, puisque sur le GR30, pardon, elle a été vraiment vendue précisément. Mais le point commun de ces deux marchés en intraday, donc pour une stratégie de day trading, sur le FRA 40 et le GR30, c'est que ces deux marchés sont dans un range qui est parfaitement inclus dans le chandelier de cassure d'hier, qui a été le chandelier de cassure de la MM20. C'est votre range de day trading, ici sur le DAX, ici sur le GR30, sur le CAC. Bon, maintenant, l'idée c'est quoi? Il est possible qu'après ce pullback sous MM20, le marché soit retombe vers MM50, soit se mette à plat en attendant d'être pris par le bas par MM50 et derrière d'envisager une extraction par le haut. Alors je vais repasser rapidement sur les matières premières et ensuite je vais répondre à vos questions sur le FX. Alors l'US Oil, je vous en ai parlé dans le Commodities Market Report, est sur un niveau d'achat de pullback. La fameuse résistance des 41,90, 42,39 qui a été brisée suite au piège baissier lundi dernier, alors pas cette semaine mais celle d'avant, alors que le marché voyait donc l'échec des accords à Doha et finalement ça a payé direct. Donc moi je dis, peut-on payer 42,39? Je dis oui. Comment gère-t-on son risque sous 41,87? Le gold en position de range, il n'y a rien à faire, c'est le range, le range, le range. Toutes les moyennes sont à plat, le RSI aussi autour de 50. C'est un range. L'argent métal, je m'intéresse à 3 indicateurs pour une prochaine stratégie d'achat. La ligne de tendance haussière en place depuis début avril,
le niveau de support horizontal à 16,72 et sur les indicateurs de tendance, la moyenne mobile simple à 50 périodes sur l'horizon temps H4. Et quand on aura tout ça, à peu près par ici, il y aura un trade, je pense, à prendre sur le gold. Le copper, cette ligne de tendance, la MM50 H4, si ça retombe, je pense que le premier test peut être favorable. Le gaz naturel, toujours dans un canal de reprise à faible pente. Bon, ok, premier support 2,02. Par contre, en journalier, j'aime pas du tout ce qu'on a fait hier. C'est presque une ligne c'est presque une couverture en nuage noir. On a un range de RSI entre 50 et 63. On échoue sous 63, on peut retomber à 50. C'est possible que le marché retombe en direction du bas du canal. Je vais juste positionner la ligne de tendance. Et voilà, et je pense que, un peu comme le cuivre d'ailleurs, le marché peut l'attendre ou carrément retomber dessus. Bon, voilà. Donc là, je suis méfiant. Je pense que ça peut baisser un peu. Non, il faut surveiller ça aujourd'hui. Il faut surveiller le pétrole, sa capacité ou pas à redémarrer au-dessus de 41,90, 42,40. Mais en tout cas, ça permet de gérer son risque. Alors, je reviens sur le Forex. Donc cet après-midi, les commandes biens durables, n'oubliez pas. Et c'est parti, toutes vos questions. Alors GBP USD, donc voilà quelques graphiques. Oui, le drapeau de momentum du GBP USD. J'irais pas jusqu'à dire que c'était un drapeau de momentum, mais si, enfin, c'était une sortie de range quoi. Bien, mais ça c'est sûr que c'est propre. Hein. C'est vraiment fort. Hein, donc, ouais, éventuellement 46-60, je suis trop gourmand. Allez, un petit 46-0-0. Je pense que le marché peut aller chercher 46-0-0. C'est le cours de clôture du 3 février. Qui était un gros chandelier quand même de reprise. Qui avait été vendu d'ailleurs après rapidement. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des intérêts par ici. Le NZD USD. Ah, moi je n'ai pas d'avis, plus d'avis là-dessus. Est-ce qu'on peut réintégrer 0,69, rebaisser? Je sais pas. Le euro dollar en H4, bah, on a déjà tout dit, on a tout dit tout à l'heure et rien de nouveau. Il est conscient juste d'une chose, 1,13, c'est le niveau du programme d'achat de dette d'entreprise par la BCE. C'est la résistance. On va se mettre en position d'attente et on va attendre les statuts S. Alors, quelle est votre opinion sur l'euro AUD? Ça tombe bien, j'ai un graphique. Toujours la même, baissier sous 1,47. Baissier sous 1,47 avec un bémol qui est cette divergence en D1. Donc forcément moins baissier que par le passé, mais le RSI, le momentum, c'est sympa. Mais c'est les prix qui font le marché. Et pour l'instant, sous 1,47, ça reste baissier. Alors après, si je me mets en H4, voilà ce que ça donne, à savoir rien. Mais voilà, c'est juste un 47 qui m'intéresse. Et bah voilà, baissier sous un 47. NZD-CHF. NZD-CHF. Est-ce que j'ai un graphique là-dessus, moi? Eh bien, non. Mais on va le chercher quand même. De toute façon, NZD-CHF, ça va être un peu de choses près, l'euro NZD, mais à l'envers. Il est là. Alors attendez, on va juste faire quelque chose pour y voir un peu clair. On va partir d'un véritable horizon de temps. C'est un range, hein, c'est un range de chez Rome. Vraiment le range le plus parfait du monde. Hein. Le RSI Weekly qui oscille autour des 50. C'est le GBP USD de l'époque, hein, celui qui évoluait entre 1,40 et 1,44 pendant pas mal de temps. Alors on est peut-être en train de préparer
une figure d'ailleurs que ça ressemble un peu au triangle de l'euro GBP. Peut-être en train de faire quelque chose comme ça, hein, donc pourquoi pas. C'est très similaire, hein, regardez, hein, comme le GBP USD il avait fait une première jambe de hausse, un triangle, le momentum, une jambe de hausse, une oscillation autour de 50, pour finir par partir. Bon, euh, forcément, si le NZD CHF dépassait 0,67, on pourrait viser 69, voire à terme du 70-71. Mais bon, ça reste un triangle, je sais pas quoi. Mais surveillez, il faut surveiller. Ah oui, alors. Non, Yoav est en vacances, tout simplement. Alors, je vois quelques commentaires qui proposent des stratégies, des choses comme ça. Idéalement, avec un petit graphique, au niveau un plus clair. Par exemple, Benoît35 proposait quelque chose sur le NZD-USD, donc en parlant d'un RSI, du H4, de tout un tas de choses. Avec un graphique, c'est parfait. Donc vous me proposez un achat, NZD-USD, divergence haussière cachée, RSI, etc., etc. Ce serait parfait avec un graphique, ça permettrait à tous de voir quels sont ces arguments que vous mettez justement en avant. L'euro GBP va encore baisser, mais de manière marginale. C'est un peu comme le câble. Le câble, je lui accorde environ une trentaine de pips de potentiel, un petit 1,46, ce qui nous donnerait sur l'euro GBP du 0,77. Et là, je pense qu'il va falloir prendre des bénéfices si vous avez été dans un mouvement qui représenterait à ce moment-là sur le câble 600 pips en 3 semaines, ce qui est pas mal. Voilà, bah écoutez, je vois pas d'autres questions, donc on va s'arrêter là. Prochaine émission 13h avec Sylvain, le 13h des traders. Moi je vous retrouve à 14h15 pour les commandes de biens durables aux États-Unis. C'est le seul chiffre macroéconomique qui compte aujourd'hui. Le reste, on s'en fiche. Et forcément, donc la Fed demain et surtout le PIB aux États-Unis, donc jeudi. Et la BOJ, gros rendez-vous de la semaine. La RBNZ, petit rendez-vous, mais avec de la vol sur le dollar néo-zélandais, surtout à 23h. Lorsque se fait la transition entre la session US et la session asiatique, il n'y a personne, presque plus personne. Les banques européennes sont fermées, les banques US ferment, et c'est le début de l'ouverture des banques asiatiques. Le Forex, c'est un marché de banque pour la liquidité. Et c'est souvent pourquoi, lorsque la RBNZ prend sa décision à 23h, que ça décale de 150 pips, même s'il n'y a rien de transcendantal. Parce qu'il n'y a pas de liquidité. Donc ça, il faudra quand même être méfiant. Voilà, bah écoutez, à tout à l'heure, donc 14h15.